Salut Axel. Salut Laurent. Alors aujourd'hui, on se disait qu'on pourrait parler du self, le self en IFS, Internal Family System. Qu'est-ce que tu Voilà. pourrais nous dire là-dessus? Alors, d'abord, c'est un concept. Concept, ça veut dire que c'est un mot qui a un sens particulier dans un cadre particulier. J'insiste parce que les mots n'ont de sens que dans des contextes. Parler du self en IFS, c'est pas la même chose que parler du self chez Jung ou parler du self chez les Grecs, pourquoi pas. Voilà. Donc là, on est sur un concept qui est le self en IFS. Donc c'est important parce que j'entends parfois des gens dire le self, c'est ça. Non, le self, ça n'existe pas, c'est un concept. C'est une façon de concevoir quelque chose d'inconcevable. C'est ça les concepts. C'est comment on s'arrange pour concevoir des espaces inconcevables de notre univers. Donc, ceci dit, qu'est-ce que ce mot tente de dire dans cette approche? Il tente de parler d'une zone, il tente de parler d'une façon que l'univers a d'être à travers nous. Quand en IFS on parle d'un humain, on a conscience qu'il est multiple, comme dans d'autres approches, et que on va simplifier, on va dire son esprit, pour différencier du corps, son esprit est compartimenté en plusieurs zones, plusieurs façons d'être, qu'il peut manifester à des moments divers. Il peut manifester des moments où il est complètement irrité, ou d'autres moments où il est complètement heureux ou abattu. Il a des façons de parler à un certain moment et d'autres façons de parler à d'autres moments. C'est très facile à voir, puisque parfois on parle très différemment à nos enfants que nous parlons à notre conjoint, à nos parents ou à nos amis, y compris dans le ton de la voix. Voilà. Donc, ça illustre bien que nous sommes vraiment multiples et de façon pas toujours contrôlée. Et dans toute cette multiplicité, parfois, nous avons des façons d'être qui sont extrêmement plus calmes, euh, avec certaines caractéristiques qui, selon le modèle IFS, illustrent la présence de ce fameux self. Et je suis obligé de nommer les quelques caractéristiques qui illustrent ça pour que l'auditeur comprenne ce que signifie être traversé par cette forme d'énergie de self. Alors, parmi les caractéristiques, donc, il y a un certain calme, une certaine détente, une certaine curiosité vis-à-vis de l'environnement et de soi-même, un esprit ouvert, autrement dit. Voilà. Et puis une envie d'entrer en contact de façon souple, attentive avec l'environnement, avec soi-même. Une ouverture à une forme de créativité. On sent que quand on est dans cet état, c'est pas rigide. Tout peut advenir. Il peut y avoir une rêverie, une envie de mouvement, pourquoi pas une envie de dessiner. Donc, beaucoup de choses sont possibles. Une envie de parler, de dire quelque chose, de se taire et de juste respirer. Et d'autres compétences diverses, comme l'accès à une forme de compassion pour les êtres qui nous entourent et pour nous-mêmes, parce que
combien nous avons besoin de compassion pour nous-mêmes, parce que quand nous observons, nous voyons à quel point régulièrement nous sommes dans des errances, des blessures, des agitations non résolues, et combien nous avons besoin de compassion pour nous-mêmes, mais pour notre petitesse, notre fragilité, notre inconséquence, nos mensonges, nos oublis plus ou moins volontaires. Et donc accéder à cette compassion pour nous-mêmes, elle fait aussi partie de cet état. Et bien d'autres compétences, il y en a officiellement comme ça 8, mais je ne vais pas toutes les citer, toutes les commenter. Et donc ce self, c'est une sorte d'état. Du coup, enfin, ce n'est pas un état. Je dirais que le self, en IFS, se révèle à travers un état charnel visible, à travers les caractéristiques que je viens de décrire. Donc le self, ce n'est pas le calme dans ce que j'évoque. Le calme est une façon qu'a le self de se révéler en nous. Voilà comment je le dirais. Le self, ce n'est pas la compassion. Le self, la compassion est une manière qu'a le self de se révéler à travers nous. Et si on pourrait dire aussi autrement, le self, c'est c'est quelque chose qui est anhistorique de mon point de vue. C'est-à-dire qu'il ne dépend pas de l'histoire personnelle de l'individu. Ça aussi, c'est une caractéristique. C'est comme ça qu'on peut le différencier des parties internes, car toutes les parties internes sont historiques, sans exception de mon point de vue. C'est-à-dire qu'elles ont été créées par notre histoire ou par celle de nos ancêtres. La manière que j'ai de me mouvoir, qui ressemble comme par hasard à celle de mon père. La manière que j'ai d'avoir peur des rats, comme par hasard, qui est celle de ma mère. Le fait de parler français, comme par hasard, qui est le langage de mon père, de mon grand-père, de mon arrière-grand-père. L'ai-je vraiment choisi, etc. Et le self ne dépend pas de l'histoire. C'est un point qui me paraît moins important. Il n'a pas une histoire, puisqu'il ne commence pas à un moment donné de mon point de vue, c'est quelque chose qui est potentiellement là de tout temps. C'est comme ça que je le verrais. Et pouvant potentiellement s'incarner. Et probablement pas que dans l'humain. Parce qu'on parle de l'humain, mais probablement aussi chez les animaux, et peut-être même dans les plantes, et qui sait, peut-être même dans la matière inerte, qui sait, ça je ne sais pas. Donc côté anhistorique, et il n'y a pas de propriété du self, de mon point de vue. Autant on pourrait dire dans cette méthode, de mon point de vue, encore une fois, c'est prétentieux, puisque je n'est pas moi qui ai créé la méthode, mais par contre, j'assume de me l'approprier. C'est ma manière de voir ça, et la manière avec laquelle je le vois m'équilibre et me permet de travailler efficacement avec mes clients. Donc, je dirais une autre chose, c'est que le self est quelque chose qui n'est pas une propriété. Souvent, j'entends dire « mon self ». Je ne crois pas que ça soit un langage approprié, parce que « mon » est une conjonction qui permet de parler de propriété privée. Mon, le tien, le mien. Et je crois qu'il n'y a aucune différence entre le self qui me traverse et qui traverse l'auditeur.
C'est comme si on disait ma lumière. Voilà, on est tous éclairés par la lumière du soleil, on ne va pas dire mon soleil. C'est le soleil qui éclaire mon visage, qui éclaire le tien, c'est le même soleil. Même si tu es ou je suis dans l'ombre parfois, c'est pas ton soleil, c'est le soleil qui nous éclaire. C'est un peu le parallèle que je ferais. Donc un historique, non propriété privée. Voilà comment ça me vient de commencer à parler de cet espace qu'est le self. Comment as-tu envie de réagir déjà sur ce premier jet? Sur la partie propriété, en fait, ce qui m'interpellait, c'est de me dire, est-ce que le self dont je peux être traversé, il est coloré par quelque chose qui est lié à ma personnalité, à mon identité propre, ou est-ce Je ne crois qu'il pas. est... Pardon? Je ne crois pas. Ouais, c'est ça. Non. Alors, il peut être coloré, mais dans la mesure où tout est colorable. C'est-à-dire que c'est un petit peu, tu vois, j'aime bien ce que tu viens de dire, parce que ça m'évoque une image. C'est comme on parlait de peinture tout à l'heure, hein, ou de sculpture. C'est un petit peu comme une feuille à dessin, un papier à dessin blanc, voilà. Et évidemment, il peut être coloré. Je peux faire un dessin dessus. Il peut être sali, il peut y avoir une tache. Des gouttes d'eau peuvent tomber dessus et modifier la texture du papier. Mais il n'empêche que le papier, à la base, est le même pour tout le monde. C'est la même feuille de dessin que je distribue à tout le monde. Donc, cette feuille va être salie, mais c'est la même feuille. Elle peut être colorée. Donc, du coup, le self peut être coloré et sera forcément coloré. Parce qu'il est rarement pur longtemps, puisque je suis obligé d'exister en tant qu'être charnel et historique. Donc forcément, ce self va être coloré par mon histoire, comme la page blanche de dessin va être colorée, tachée. Voilà. C'est comme ça que je le dirais. La question que ça me pose, c'est qu'est-ce qui colore? Est-ce que c'est... je vois le self comme étant quelque chose finalement de non incarné, peut-être. Et ce qui m'incarne, ça va être par exemple mes parties, ça va être mon corps, ça va être ce que je peux ressentir, ma biologie. Est-ce que ce qui colore justement le self, alors que derrière le mot coloré, je pourrais dire peut-être que je vais pouvoir vivre un espace de self, une énergie de self avec peut-être plus de compassion, plutôt de côté compassion, connexion, calme. Et peut-être que pour d'autres personnes, ce sera peut-être plus créativité ou curiosité ou ce qui ne veut pas dire que je n'ai pas accès à ça, mais comme par hasard, moi, je suis plutôt souvent là-dedans. Qu'est-ce qui fait que je sois plutôt coloré comme ça? C'est mes parties qui m'animent, mon incarnation, ou est-ce que c'est le self qui se change, à ton avis, d'un individu à l'autre? En fait, est-ce que le self, tu dis c'est pas ma propriété, donc le self n'a pas d'identité. Oui, le self n'a pas d'identité pour moi. Il n'a aucune. Et c'est ça qui est fabuleux et je trouve différent entre le self et les parties internes, c'est que pour moi, le self n'a pas d'identité. Alors que les parties ont une identité. Et ce qui fait mon identité, c'est le kaléidoscope de mes parties internes et la manière dont elles vont colorer ce self. Le self, je dirais que si je devais aussi le qualifier d'une certaine manière, je pourrais l'assimiler à la notion de pure vitalité. Je pense qu'à la base, le self pourrait être représenté dans la respiration. On voit ça dans beaucoup de philosophies, et même dans la Bible, je crois bien. Hein. Il y a quelque chose dans la respiration qui est comme premier, ou dans le battement cardiaque qui est premier, comme un rythme cosmique qu'il y a partout. Il y a partout des rythmes, y compris la cellule atomique. Je le rapprocherai
du battement atomique originaire. Ça serait plus proche de ça, selon moi, ce battement de base, ce rythme vital de base sur lequel tout vient ensuite se poser. Tu vois, c'est un petit peu comme un rythme cardiaque de base qui fait que la vie est là. Et ensuite, ce rythme cardiaque peut être accéléré ou ralenti, perturbé par les parties internes. Mais le self, lui, serait le rythme vital de base. Poum, 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 poum. Voilà. Et la respiration de base. Et des fois, les parties viennent perturber ça. Moi qui travaille beaucoup avec l'audition, tu vois, parce que je ne vois pas, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis handicapé visuel. Je suis extrêmement attentif au rythme respiratoire de mes patients. Et au mien, c'est incontournable. Et je détecte immédiatement quand quelqu'un n'est pas dans le self. C'est très facile, rien qu'avec le rythme respiratoire. Alors, sachant, dernier point quand même, avant que je te demande un peu un feedback comme ça, je trouve intéressant la manière dont Richard Schwartz présente aussi la chose en disant que on est toujours avec un certain pourcentage de self. Je trouve que c'est une manière excellente de voir la chose. C'est-à-dire qu'il me semble qu'on est tous avec un pourcentage, 5%, 10%, 20%, 30%, 60%, 80% de self. Et qu'on est, de mon point de vue, jamais avec 100% de self, parce qu'on a une histoire. Et que cette histoire, comme tu le dis, colore ce self. Parce qu'on est dans le cadre d'une fonction. Et je pense que le self n'a pas de fonction. Par exemple, quand on reçoit des clients, on est dans une fonction de psychothérapeute. Et dès lors qu'on est dans une fonction, c'est de l'historique. Et comme c'est de l'historique, ce n'est pas du self. Donc on n'est jamais à 100%, à mon avis. Et je crois que, par contre, est-ce qu'on peut être parfois à 0%? Je pense que malheureusement, oui. Ça, on peut être à 0% de self quand la personne est complètement envahie par une part d'elle-même qui l'emporte au-delà de son bien-être vital. Ouais. Voilà, comment tu réagis à ça? Est-ce qu'on pourrait dire que le self, finalement, on est dans l'être pur, mais finalement sans identité, dans le je suis, ou ce ne serait pas ça pour toi? Alors, je dirais oui, quelque chose, je dirais qu'on est dans le non-être pur. Parce que dans l'être, il y a de l'incarnation. Pour moi, dans l'être, il y a de l'incarnation. Et dans un sens, ça me fait penser à la fameuse phrase d'Hamlet que je trouve très belle à ce niveau-là, être ou ne pas être. On pourrait dire être ou ne pas être, c'est la bascule, incarnation, self, la danse entre le self, qui est le non-être pur, qui est pur rythme, et l'être, qui est l'incarnation du rythme. Tu vois, dans ce que tu... Ouais. Dans ce que tu décris, il y a quand même un côté que je trouve un peu merveilleux, les battements du cœur, la respiration, oui. Et je vais rentrer en résonance avec ça. Moi, j'ai d'autres métaphores, par exemple, sur la lumière qui traverse des vitraux.
de la oui, cathédrale, oui, qui vont d'un seul coup m'éclairer d'une certaine façon à travers tout cette mosaïque de oui, couleurs oui, oui, et faire mon tableau à moi finalement. oui. Tout ça est pourquoi une question un peu de petit enfant, toi, pourquoi d'un seul coup il y a du noir qui apparaît? Pourquoi il y a des traumatismes qui apparaissent? Pourquoi est-ce que mes parts cachent le self? Si tout ça est si limpide, fluide, heu, naturel, pourquoi? C'est ce genre de choses. Oui, oui. Ouais, la réponse, par contre, là, est assez simple. La lumière ne traverse pas tout. C'est quand il y a du soleil, s'il y a des nuages, on ne voit pas le soleil, hein. On voit juste une espèce de luminosité, mais pas le soleil. Donc, quand on est enfant et plein de vitalité, connecté au rythme cosmique, j'ai envie de dire, rien n'empêche que malheureusement, l'extérieur fasse en sorte de nous obscurcir la vue, hein. Hein, je veux dire, une bonne paire de claques mal placées suffit à malheureusement faire en sorte que ça obscurcisse une partie du contact avec le self, hein, malheureusement. Alors pourquoi? C'est parce que simplement, euh, je suis bien obligé de me résoudre à cette réalité, à savoir que la lumière n'est pas toute puissante. Elle est très puissante, mais pas toute puissante. Hein, puisque nous, en tant que psychothérapeute, on n'arrête pas de passer beaucoup de temps pour aider nos patients à retrouver le contact avec cette lumière intérieure. Ça prouve bien que ce n'est pas si évident, si naturel. Parce que contrairement à ce que disent certains que j'entends, ce n'est pas, ça ne va pas de soi, ce n'est pas naturel. Car si ça l'était, ben, à quoi servirions-nous si c'était naturel? Pourquoi des médecins, pourquoi des psychologues, pourquoi des psychothérapeutes? Si c'était naturel, ben, laissons faire les choses. On est constamment en train de changer de niveau de self en permanence, en fait, durant Oui, l'accompagnement, durant notre vie à l'extérieur des accompagnements, constamment, quoi. oui, 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 constamment, constamment. Puis en plus, en tant qu'accompagnant, en tant qu'être nous-mêmes historiques, nos propres ombres nous empêchent de contacter cet espace-là au bénéfice de notre patient régulièrement, hein. Donc c'est pour ça que c'est complexe. Oui, la lumière, comme avec ton exemple avec les vitraux, où malheureusement, sur le vitrail, il peut y avoir une partie de plomb qui est beaucoup plus épaisse, et ben, la lumière ne va pas traverser le plomb, hein. Ouais, voire même ça peut être derrière le mur de la cathédrale. Exactement, exactement. Moi, j'aime bien ton image. Derrière le mur de la cathédrale, ça traverse pas. Ça va chauffer le mur avec un peu de chance. Quelqu'un de très sensible, en mettant la main sur le mur à l'intérieur, dira: ah, là, ça chauffe, c'est que là est le soleil de l'autre côté. Tiens, est-ce que j'ai envie de creuser pour ouvrir un espace vers le soleil, pour qu'il y ait plus de chaleur à l'intérieur de cette magnifique cathédrale? Oui, Alors peut-être que pour revenir, à l'IFS, j'ai l'impression que ce modèle permet en tout cas à apporter quelque chose d'assez important, intéressant sur le fait de retrouver cet état de self ou en tout cas de le chercher ou de s'y placer, ou en tout cas de voir qu'on n'y est pas, ce qui est déjà pas mal. oui. Euh, et aussi le côté guérison de cette énergie de self. Qu'est-ce que tu Ah pourrais oui, nous dire là-dessus? oui, oui. Euh, Alors, si on est plus basique, hein, parce que je m'adresse aussi à des gens qui ne connaissent pas l'IFS, hein, qui peuvent dire ces deux-là, et ça, ils sont barrés, un problème dans les étoiles, la lumière, le Big Bang. Ils sont joués à une chose très simple, le calme. Le calme, hein. Euh, qui peut mieux aider quelqu'un en difficulté? Quelqu'un de calme ou quelqu'un d'agité? La réponse est simple.
c'est une évidence que quelqu'un qui sait être calme va avoir de meilleures compétences à aider quelqu'un en difficulté que quelqu'un qui est agité. C'est aussi simpliste que ça. Est-ce que quelqu'un qui sait respirer peut mieux aider quelqu'un en difficulté que quelqu'un qui n'a pas conscience de sa respiration, qui respire complètement bloqué dans sa respiration quand il parle? Qui peut le mieux aider? La réponse est simple. Enfin, de mon point de vue. À partir de là, si on corrèle ce constat avec ce qu'on vient de dire avant, la guérison de soi ou de l'autre est connectée à certaines de ces caractéristiques qui sont considérées comme des caractéristiques, non pas du self, je dirais, mais de l'incarnation du self. Je corrige. Ça, c'est une correction que j'amènerai d'ailleurs au modèle IFS dans la formulation. Toutes ces caractéristiques ne sont pas des caractéristiques du self, mais des caractéristiques de l'incarnation du self. Ça peut paraître subtil comme différence, mais c'est comme ça que je le dirais. Et donc, guérir l'autre et se guérir soi, ça passe par injecter tous ces éléments qui sont l'incarnation du self. Injecter du calme quand c'est nécessaire, injecter de la compassion, etc. Injecter de la créativité, etc., etc. Voilà. Et donc, guérir, c'est changer, je dirais, la vibration de certaines zones internes. Parce que quand on est malade, c'est-à-dire quand une cellule est malade, quand un corps est malade, quand un individu est malade, forcément, on pourrait assimiler ça à des vibrations perturbées. C'est simple à vérifier, ce n'est pas du fantasme, hein, il suffit de voir quand quelqu'un est malade, il respire mal. Ne serait-ce que cette vibration de la respiration. Son cœur bat pas de la bonne manière, etc. Bon, oui, je suis sûr qu'au niveau cellulaire, c'est du même topo. Et donc, il s'agit d'injecter une vibration régulatrice. Alors, peut-être que certains vont faire la connexion avec le modèle polyvagal, peut-être, mais pour moi, il s'agit d'injecter une vibration régulatrice. À travers tout le blabla, les interprétations, les façons d'accompagner, dans le fond, je me demande si on ne fait pas qu'injecter une vibration régulatrice, sous forme de calme, sous forme de compassion. Car la compassion, c'est une forme d'émotion qui transforme la vibration du corps. Le calme, c'est un état d'être qui transforme la vibration du corps et la manière dont on parle. La créativité, l'ouverture à la créativité, ça transforme la fluidité du corps. Tiens, et si je parlais en bougeant un petit peu comme ça, histoire de rigoler, c'est faisable. Je parle quand même. Transforme la vibration du corps. Et en transformant cette vibration, de mon point de vue, quand on est deux dans une pièce, on injecte. On insuffle cette vibration dans l'espace. Et donc l'autre l'aperçoit. Alors après, lui, en fonction de comment il est construit, il va rejeter cette vibration, y résister, ou l'absorber plus ou moins. Et ça va bouger quelque chose à l'intérieur, qui va s'incarner sous forme d'une parole, d'un geste, d'une crispation, qui va nous faire réagir si on l'observe. Ah, j'observe que depuis que je viens de te dire ça, tes pieds sont en train de s'agiter. Ou j'observe, tiens, que depuis que je t'ai nommé ça, tu sembles respirer différemment, etc., etc. Il y a de multiples interventions qui ne sont dans le fond que des façons d'incarner
verbalement, corporellement, émotionnellement, des modifications de la vibration. Voilà, comment tu réagis à ça? En fait, j'ai l'impression que là, ce que tu décris, c'est une forme un peu de régulation, je ne sais pas si on pourrait utiliser le mot de syntonie peut-être, je ne sais pas si c'est le bon mot, où je me mets un peu au diapason, ce qui peut avoir effectivement des conséquences et aider l'autre. Euh, Là, je voulais t'emmener plutôt, c'était sur cette capacité un peu d'auto-guérison de la personne dans le modèle IFS avec son propre self, cette mise en lien. Alors on pourrait se demander d'ailleurs ce que c'est vraiment une mise en lien, puisque on vient de se dire que le self n'était pas incarné, donc est-ce que je peux être en lien avec quelque chose qui n'est pas incarné? Mais en tout cas, le fait d'être en lien entre des parties blessées et mon propre self fait que j'arrive à me guérir. En tout cas, il se passe quelque chose. Il y a un côté, je trouve, presque un peu peut-être miraculeux, ou en tout cas mystérieux. Il y a un mystère pour moi là. Je ne sais pas ce que tu en penses. Alors, je corrige juste une chose dans ce que tu as dit. Pour moi, le self est obligé de s'incarner quand il traverse la matière. Donc, en moi, le self est forcément incarné, et sous la forme que j'évoquais, hein, le calme, etc., etc. Et alors, pour rejoindre maintenant ce que tu dis, oui, il y a quelque chose de miraculeux et qui pourtant est tellement simple, hein, parce que les praticiens de la relaxation ou de la méditation, ils savent bien, c'est pas mystérieux pour eux, hein, que quand ils vont vers, par exemple, du calme, voilà, ça régule des choses à plein de niveaux. On sait que quand on laisse un enfant vivre sa créativité, sa joie de vivre, il est en bonne santé. Voilà. Donc, le plus étrange, tu vois, dans le fond, Laurent, avec ce que tu dis, le plus étrange, c'est que ça soit mystérieux. Parce que ça devrait ne pas être mystérieux. C'est d'une banalité, je trouve, le fait que l'incarnation du self, à travers tout ce que j'évoque, soit guérissant. Ça devrait être d'une telle banalité qu'on a perdu de vue. Et je pense qu'on a perdu de vue cette banalité évidente en la voilant à travers des soins qui ne sont pas des soins du self, qui sont des soins substitutifs. Je pense à tout ce qui est médicaments, souvent, hein, tout ce qui est conditionnement hallucinatoire, en passant par diverses drogues, qu'elles soient liquides, gazeuses ou médiatiques ou numériques. On a perdu de vue qu'en fait, c'est ça qui est le plus naturel et le moins miraculeux, que c'est vraiment la base. Hein. Parce qu'à mon avis, si on regarde les animaux dans leur milieu naturel, hein, bien sûr, hein, je parle dans le milieu naturel, ils ont l'air tout à fait, comment on va dire, alors, je ne sais pas si heureux c'est le mot, bien dans leur peau, je ne sais pas si c'est le mot, mais ils ont l'air complètement en harmonie avec leur écosystème. Ils n'ont pas l'air de se poser des questions les perturbant plus que ça. Mais nous, on est des animaux avec un néocortex très développé, avec des avantages et des inconvénients. Et l'avantage, c'est qu'on est capable de modifier notre écosystème profondément au point de pouvoir en produire des objets manufacturés à l'appel qui donnent un confort physiologique intense. Ça, on est capable de faire ça. Mais par contre, l'inconvénient, c'est qu'on est capable, avec ce néocortex, de se créer également des problèmes très complexes, là où peut-être il ne devrait pas y avoir de problème.
capable de se créer des ombres immenses, de mémoriser des traumas, de créer des traumas, de les mémoriser, de les stocker, et d'oublier effectivement le fameux merveilleux que tu évoques, qui est en fait le naturel. On sait très bien, toi et moi, à quel point l'humain a perdu le contact avec la nature, avec son néocortex. Et le fameux merveilleux n'est que la base. Respirer calmement, qui est un élément complètement guérissant, est archi basique. Tu te rends compte qu'on est obligé maintenant, alors c'est fascinant, de créer des applications smartphone pour apprendre à respirer. Non, mais on frise le délire. Bientôt, on va se pucer électroniquement pour tester comment on respire et avoir des petites stimulations électroniques pour nous permettre de respirer normalement. Je pense que ça va en venir là. Là où la nature des animaux font qu'ils respirent normalement, naturellement dans leur écosystème qu'ils n'ont pas détruit. Fascinant. Je ne sais pas si je suis assez clair ou confus quand je dis tout ça, comment tu le reçois? Oui, oui, j'aime bien cette inversion des choses, en fait, c'est revenir aux sources, comme revenir à Ouais. une source, en fait, qu'on a perdue Ouais. et qu'on peut trouver, en tout cas que moi je peux trouver à la fois fascinante, mystérieuse, alors qu'en fait, c'est juste la source, le départ. Oui. J'adore le mot que tu emploies, c'est la source. C'est vraiment la source. C'est revenir à la source, là où les animaux eux-mêmes se sont abreuvés de toute éternité, hein, et revenir à la source ne signifiant pas revenir comme des animaux ou revenir à un état grégaire comme ça, mais arrêter de recouvrir cette source de tous les déchets soi-disant modernes que nous sommes en train de fabriquer pour notre bien-être, c'est surtout ça. Ce thème du self en IFS, qui est pour moi une découverte merveilleuse. Pourquoi? Parce que, pour moi, c'était une belle découverte. Parce que dans les méthodologies d'accompagnement en psychothérapie classique, on a tellement laïcisé l'approche qu'il me manquait ce contact avec le transcendantal. Et je dis bien le transcendantal et non pas le religieux, et non pas le magique, mais le transcendantal, c'est-à-dire ce qui peut y avoir au-delà de ce que je connais, ce qui peut y avoir au-delà de moi et de toi. J'insiste, je ne parle pas du religieux ni même du mystique, je laisse ça dans le mystérieux et qui existe, qui est au-delà de toi, de moi, de nous, ce que j'appellerais moi l'inconnu, avec un grand I, l'inconnu, voire l'inconnaissable. Et donc moi, ça m'a reconnecté avec cet espace de l'inconnu, de l'inconnaissable, de l'éternellement inconnu. Voilà. Et ça, c'est chouette parce que ça désinstrumentalise l'approche, qui est tellement instrumentalisée, hein, comme tu sais, aujourd'hui, chaque année, tu as 10 nouvelles approches qui existent avec des techniques, ce qu'on appelle des techniques. Ah, j'ai une nouvelle technique. Ah, ça y est, encore une technique. Voilà, on a voilà, ingénierisé l'approche psychothérapique. Bientôt, on mettra sur les smartphones la technique d'accompagnement en psychothérapie. Et ce sont des robots qui vont nous répondre, des robots psychothérapeutes avec des techniques, des statistiques et des datas en fonction de ce que tu dis, tu n'as pas dit. Observez ce qui se passe en vous. Observez votre transfert. Vous voyez en moi le mauvais robot, etc. Je suis sûr qu'on va y venir là.
à instrumentaliser à fond les manettes l'approche d'accompagnement. Voilà. Donc, ça m'a ouvert cet espace de désinstrumentalisation. Voilà. Et c'est ça que j'ai bien aimé.